bienvenue à la finale de Pitch and Start, le concours de pitch by AFD Tech. Aujourd'hui, les 3 finalistes vont pitcher leur projet devant les membres du jury et vont tenter de gagner la somme de 10 000 € et l'accompagnement de Jérôme Picard. Avant cela, je vais laisser les jurys se présenter rapidement pour qu'on ait connaissance de leur parcours et puis qu'est-ce qu'ils attendent de nos candidats aujourd'hui. Jérôme, à vous. Merci beaucoup. Alors, je suis très fier de présenter cette 2e édition de Pitch and Start et de présider un jury prestigieux et de grande qualité que je vous présenterai dans quelques secondes. Pitch and Start, on est là pour aider des jeunes entrepreneurs qui sont devant mes yeux. Donc, vous êtes là pour représenter l'avenir de l'entrepreneuriat en France avec une orientation qu'on a voulu RSE cette année, puisque c'est une direction vers laquelle nous souhaitons aller. Donc merci à vous d'avoir fait les efforts, de vous être impliqués et d'être là où vous êtes. Si vous êtes là où vous êtes aujourd'hui, c'est pas un hasard. Vous êtes le fruit d'une sélection qui a été très intense, d'un combat, vous avez fait votre travail, vous êtes d'abord inscrit, vous avez ensuite fait vos vidéos de présentation, et puis ensuite vous avez été présélectionné pour être devant nous aujourd'hui. Je remercie aussi le reste du jury. Alors on a notamment des écoles partenaires qui sont avec nous dans ce jury physiquement, et puis toutes les personnes qui sont en ligne sur Twitch. Alors, un jury exceptionnel, on peut le dire, alors qui est à moitié composé de collaborateurs AFD, que je vais laisser se présenter, et à moitié composé d'entrepreneurs qui ont une expérience de l'entrepreneuriat et une très forte sensibilité sur le RSE, mais ça, je vais les laisser nous le dire. Je vais commencer par Anaïs et Yann qui vont se présenter. Donc Anaïs qui est la patronne de la marque employeur et de l'ensemble de la communication chez AFD depuis de nombreuses années, qui nous a accompagnés dans notre développement, qui a su donner la force à la marque employeur et qui est celle d'AFD aujourd'hui. Yann qui nous accompagne depuis des années, qui est 9 ans déjà, c'est incroyable. Depuis plus de 9 ans, donc Yann, il est, on peut appeler ça patron du procurement, mais il va bien plus loin que ça dans ses responsabilités au sein d'AFD. En 9 ans, il a fait progresser beaucoup de choses et surtout, il a pris l'étiquette RSE très vite pour nous sensibiliser, alors qu'on ne l'était pas forcément, à ces sujets qui sont aujourd'hui des sujets très importants. Et donc, c'est notre monsieur RSE au sein de l'entreprise. Georgine et David, 2 entrepreneurs qui vont nous expliquer ce qu'ils font, mais dès que je les ai appelés pour leur parler du projet, ils ont tout de suite, ils m'ont dit oui, mais en 1 seconde et demie. Donc j'ai dit à Anaïs, c'est bon, le jury on l'a, il est top, c'est exactement ce qu'on voulait. Et je les remercie pour ça, de s'être mobilisés ce soir et puis sur quelques autres heures de travail pour anticiper ce grand jury, cette finale ce soir. Anaïs, je vous laisse commencer. Oui, vous avez déjà... Non, j'ai pas tout dit, Anaïs. Eh bien, bonsoir à tous. Je suis donc Anaïs, Brand and Culture Director chez AFD Tech depuis maintenant 8 ans. Je suis aussi l'organisatrice avec Clara et mon équipe de Pitch and Start. C'est une idée qu'on a eue en 2019 pour la première édition. C'est vrai qu'on s'était beaucoup amusé dans l'organisation et aussi dans le projet en soi, aussi bien en amont mais aussi après pour l'accompagnement de la première gagnante. D'ailleurs, je ne sais pas si elle est présente, je ne l'ai pas vue. Elle va arriver, je pense. Je suis ravie en tout cas de faire partie cette année du jury. J'espère que je pourrai vous accompagner aussi, vous donner des conseils sur toute la partie communication, le positionnement de votre marque. En tout cas, je vais essayer de le faire en mieux. Voilà. Bon, du coup, pas de surprise, moi c'est Yann Vasseur, directeur des achats moyens généraux et RSE, et pour l'info, je suis très très fier de pouvoir faire partie du jury cette année, et pourquoi pas de vous poser quelques questions à la fin de vos présentations. Je sais pas si j'en aurai, mais en tout cas, bon courage à tous. Attention, il est dur. Ça se sent. Bonjour, je suis Georgine, merci Jérôme de nous avoir invités, merci de ta confiance. J'ai déjà créé une entreprise qui était un cabinet de courtage en crédit immobilier, je suis de formation ingénieur. Et aujourd'hui, je voulais un projet qui ait du sens. Donc, j'ai lancé une Green Tech qui permet d'investir dans l'arbre en croissance pour redonner sa valeur à l'arbre vivant plutôt qu'à l'arbre mort qui est coupé. Bonjour à tous, David Lécuyer. Alors, d'abord, Jérôme, merci beaucoup. Je suis très touché de cette invitation.
Et je vais vous dire pourquoi en 2 mots. Je viens des commandos dans l'armée, pour avoir ensuite bifurqué chez L'Oréal pendant 8 ans, pour encore rebifurquer dans l'immobilier pour La Forêt, Nexity. Et après, j'ai commencé, en fait, je rêvais toujours de me lancer dans l'entrepreneuriat, mais j'avais un peu peur d'y aller. Donc il a fallu que je fasse mes armes pendant quelques temps dans différentes entreprises pour me rassurer. Puis à un moment, j'y suis allé. Et donc je me suis lancé pour aider Stéphane Plaza à créer son réseau d'agences. Et après, j'ai créé 2 entreprises dans l'immobilier, dont une assez disruptive, on pourra en reparler après, bref, qui s'appelle Paris Boutique. Et j'ai toujours été sensible à l'écologie. Et dans l'immobilier, c'est compliqué de convaincre des investisseurs d'investir vraiment et de mettre de l'argent pour isoler leurs biens, sauf s'ils sont contraints, etc. Donc je me suis dit à un moment, on va partir de la page blanche et créer une vraie entreprise sur le sujet, d'où Arc et Green. Et alors je remercie Jérôme parce que il y a encore peu de temps, j'étais à votre place, puisque j'ai levé des fonds. Et c'était un exercice, alors que j'avais déjà fait pas mal d'entrepreneuriat avant, nouveau pour moi. Et ô combien difficile, donc je me mets à votre place, je comprends la difficulté de l'exercice, qui est un exercice synthétique, à la fois sur la forme et sur le fond, où il faut convaincre. Donc je ne vais pas vous refaire toute la liste des choses, vous le savez déjà, on ne va pas mettre la pression en plus. Mais du coup, je suis ravi de si vite switcher, pivoter, de me retrouver de l'autre côté pour pouvoir, avec la fraîcheur des événements que j'ai vécus il y a peu de temps, réussir éventuellement à vous apporter. Voilà, donc bonne chance à vous. Merci beaucoup pour ces présentations. Sans plus attendre, on va passer au pitch et on va tirer au sort la première équipe. Donc, qui de NFTicket, de Lock & Free ou de Sacietas pitchera son projet en premier? Découvrons-le dès maintenant. Jérôme. Une main innocente. Ça fait longtemps. Et c'est NFTicket qui va pitcher son projet en premier. Donc, on peut les applaudir. Bien sûr. Ils auront 5 minutes et pas 1 seconde de plus pour pitcher leur projet. C'est à vous. La parole est à vous. Bonjour à tous. Je me tiens aujourd'hui devant vous pour vous présenter le projet NFTicket qui vise à sécuriser le marché de la billetterie grâce à la blockchain et par la même occasion sécuriser la confiance entre ces acteurs. Alors NFTicket, c'est un projet qui a été lancé en janvier 2023 par mes associés et moi-même pour dans un premier temps renforcer la confiance et la sécurité sur les événements et dans un deuxième temps redonner le contrôle aux organisateurs sur leurs événements. Alors je m'appelle Paul Broussoulou, je suis en charge du développement commercial et technique de l'entreprise. Je suis accompagné par Valentin Cassao qui est en charge du marketing, ainsi que Thomas Gentil qui lui s'occupe de la stratégie et de la finance. Alors en introduction, j'ai avancé que nous allons sécuriser la billetterie grâce à la blockchain. Mais comment plus précisément? Alors c'est assez simple en définitive, puisque nous prenons un ticket, que nous lions à un NFT pour en faire un NFTicket. Ici, il faut rappeler qu'un NFT, c'est traçable. Il engramme des informations qui vont permettre de l'authentifier, de vérifier son origine en tout temps. Dans notre cas, un NFT, c'est le NFT qui donne accès au billet. Et on peut vérifier que tel NFT correspond à tel événement. Alors, on sait que le billet auquel est rattaché le NFT est forcément et obligatoirement vrai. A contrario, si un NFT n'est pas authentique, c'est-à-dire qu'il n'a pas été émis lors de la création de l'événement par l'organisateur, alors il ne donnera accès à rien. On peut donc garantir l'authenticité de chaque billet. Passons maintenant au pourquoi. Pourquoi NFTicket et pourquoi aujourd'hui? Alors, l'entreprise est née de 2 constats. Le premier étant le nombre important de fraudes à la billetterie depuis des années, malgré des acteurs sur le marché comme TicketSwap ou encore WizEvent. Et le second étant la volonté des organisateurs à vouloir améliorer l'expérience client. La technologie NFT permet donc, vous l'aurez compris, de supprimer le risque lié à la fraude à la billetterie. Mais pas seulement, elle permet également d'améliorer grandement l'expérience client. Dans les faits, un NFT étant transféré d'un wallet, d'un portefeuille numérique à un autre, alors il y a un canal direct pour permettre aux spectateurs de bénéficier d'avantages immédiats. Par exemple, si un organisateur émet un NFT qui correspond à une réduction, alors cette réduction sera immédiatement appliquée. Ou alors, si ce NFT correspond à une rencontre VIP, alors le billet spécial sera automatiquement généré.
bien entendu, il existe bien d'autres façons d'améliorer l'expérience client grâce aux NFT. Alors, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Donc l'entreprise a été créée en janvier 2023. Nous avons développé notre application en no-code et dans 2 semaines, nous avons 2 développeurs qui nous rejoignent dans l'aventure pour développer notre premier produit que nous avons appelé la solution classique. Alors qu'est-ce que c'est cette solution classique dans les faits? C'est une marketplace sur laquelle une multitude d'organisateurs vont mettre en vente leurs NFT tickets qui donneront accès à leurs événements. Donc la proposition de valeur de ce premier produit est orientée à hauteur de 2/3 sur la sécurité et 1/3 sur l'expérience client. Le développement de ce premier produit est la première étape pour le développement de notre deuxième produit que nous avons appelé la solution Premium, qui s'adresse à des plus gros organisateurs. Dans les faits, c'est une application en marque blanche que nous allons proposer, qui vont permettre aux gros organisateurs donc de reprendre la main sur leurs événements, sur leurs événements, sur leur billetterie, d'améliorer eux-mêmes l'expérience client avec nos conseils et à terme forcément de fidéliser leurs clients. La proposition de valeur de ce deuxième produit réside dans 1/3 de sécurité, 1/3 d'expérience client et 1/3 du traitement de la data. À plus large échelle, plus largement, on aspire à se développer à l'international à horizon 2026-2027. Une des missions d'NFTicket est de faire profiter à des pays en développement de sa technologie de sécurisation de la billetterie. Quand on sait que c'est dans ces pays développement que le marché de la billetterie en ligne va le plus croître dans les années à venir. Il est alors primordial de sécuriser chaque ticket pour verrouiller la confiance entre les acteurs, entre les individus. Aussi, nous trois, nous sommes très concernés par les enjeux environnementaux. C'est pourquoi nous allons créer la Cobalt Foundation, qui va reverser à des associations qui entreprennent des actions environnementales. Ces fonds, les fonds qu'on va reverser à des actions, les fonds que nous allons reverser à des associations qui luttent pour l'environnement auront 2 provenances, les dons de nos utilisateurs et une partie de nos profits réalisés avec NFTicket. Pour finir, je tiens à rajouter que le soutien et l'accompagnement à la clé de ce concours serait une grande aide pour notre développement de notre projet, le projet NFTicket. Merci à tous. Merci beaucoup pour cette belle présentation. On va passer maintenant aux questions du jury, s'il y en a. Le jury, c'est à vous. Est-ce que pour acheter un NFT-ticket, il faut absolument avoir un wallet ou est-ce qu'on peut acheter un NFT-ticket sans wallet? Alors, l'idée, c'est qu'il vous faut une application, que ce soit l'application de l'organisateur ou la nôtre, la première. Il vous faut créer un compte, mais la création du compte est assez simple. C'est une adresse mail et un mot de passe qui vous donne accès en fait à la création de votre compte. Un wallet sera automatiquement créé, mais ça, vous ne le verrez pas. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous détailler le modèle de revenu que vous envisagez sur ce projet? Le financier qui parle. Alors, en fait, on a 2 modèles de revenus qui sont en fonction des deux solutions desquelles Paul a parlé juste avant. Donc, au niveau de la solution classique, en fait, on a un business model de commission. Donc, c'est-à-dire qu'on va prendre 4% de commission sur chaque ticket vendu au sein de cette marketplace, donc au sein de l'application NFTicket. La deuxième solution premium, donc en fait là on a un business model qui est un peu plus complexe dans le sens où le but de cette solution premium, c'est vraiment d'accorder de l'autonomie, du contrôle et vraiment de redonner le pouvoir en fait aux organisateurs sur l'événement. Et ce pouvoir, il n'est pas seulement au niveau de la gestion de l'événement, il est aussi au niveau financier. C'est pourquoi au niveau des commissions, on va instaurer du coup une taxe, on va prélever 1% de commission sur chaque billet. Pour l'application du coup qu'on va leur fournir en marque blanche, il y aura un abonnement mensuel qui dépendra en fonction des besoins de l'application, c'est-à-dire du nombre d'utilisateurs, du volume de données qui vont être traitées. Et donc voilà, ça peut être un forfait qui ira de 250 à 2000 €, ça dépendra des organisateurs et de leur taille, bien entendu. Et enfin, bien entendu, au niveau de la conception de l'application dès le départ, on aura un frais fixe qui va s'appliquer. Et ça va dépendre en fonction de ce que veut l'organisateur. S'il veut une application qui va être beaucoup plus poussée pour avoir par exemple un calendrier, pour avoir un CRM, pour avoir toutes ces choses-là, en fait, il va falloir qu'on fasse un devis et qu'on estime combien va coûter l'application, et ça ira certainement de 5 000 à autant que les organisateurs voudront investir. Comment vous est venue l'idée du coup de ce projet?
Alors, pour vous faire un rapide récapitulatif sur comment est nous est venue cette idée, en fait, on a tous en tête la finale de la Ligue des Champions en 2022, où il y a eu de nombreuses fraudes à la billetterie, aussi bien au niveau de l'accès que de la revente des billets. Et en fait, on s'est vraiment dit qu'il y avait un réel enjeu, parce que forcément, la fraude sur la billetterie a un réel impact social. Et c'est pour cela que pour nous, ça a été vraiment une évidence de sécuriser la billetterie de par cet événement-là et bien d'autres qui ont découlé durant l'année 2022. Voilà. Et si je peux rajouter quelque chose aussi, c'est aussi on va dire la simplicité et l'efficacité de la solution. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un moment donné, on s'est penché sur ces problèmes de billetterie qui arrivaient, qui sont beaucoup arrivés en 2022 et qui arrivent à nouveau en 2023, par exemple avec Ticketswap et puis un festival qui s'est passé à Lyon où il y a eu 400 faux billets en fait, revendus à des personnes qui n'ont pas pu accéder à l'événement. Et en fait, voilà, la technologie en fait, qu'on veut instaurer dans la billetterie, c'est quelque chose qui va vraiment sécuriser en interne. C'est-à-dire qu'au sein même du billet, en fait, il est plus possible de dupliquer. Et donc, peu importe la plateforme de revente, comment elle est encadrée, voilà, le degré d'encadrement, ça ne changera rien puisqu'en fait, la technologie sécurise de l'intérieur les billets et non de l'extérieur. C'est pour ça aussi qu'on s'est dirigé vers cette solution-là. Je suis très surpris que ça n'existe pas déjà. Alors, ça existe déjà, mais depuis très peu de temps en fait. Ça existe, on a un concurrent qui s'appelle Billy qui est très avancé, qui a 6 mois à peu près d'avance sur nous en termes de produits. Mais pourquoi est-ce que aujourd'hui, on va dire, pourquoi est-ce qu'avant ça s'est pas autant démocratisé que ça? C'est que d'un point de vue la compréhension simplement de ce qu'étaient les NFT, ce que ça représentait pour l'opinion publique et donc au niveau des habitudes de consommation, il a fallu un temps de sensibilisation. C'est-à-dire que si nous on s'était lancé il y a 4 ans, je pense que le marché n'aurait pas été prêt à accepter la solution avec on va dire les habitudes des consommateurs et le fait que les NFT en fait faisaient un peu peur à ce niveau-là. Et mais le frein dont on peut se tutoyer, hein, le frein dont tu parles des consommateurs, mais c'est d'abord vos premiers clients, c'était des professionnels a priori. Oui, tout à fait. Ouais. Et donc tu veux dire que déjà il y a 4 ans, eux, ils avaient des freins, ils ne seraient pas lancés comme ça, c'est ça que tu Alors je dis juste que leur base en fait de spectateurs, dans les organisateurs du coup ils ont une base de spectateurs et peut-être que instaurer un système comme NFTket veut instaurer aurait été peut-être trop tôt en fait. Ah justement c'est là que je voulais en venir. Du coup l'utilisation pour le consommateur, qu'est-ce qu'il y a de nouveau là, qui peut être dérangeant? C'est le fait qu'on passe par une appli? C'est vraiment la notion de NFT, c'est vraiment la notion de blockchain qui aurait pu agir comme un frein. Bien sûr, nous, on est là pour démocratiser cette technologie. L'idée que les NFT, c'est pas simplement de la spéculation, ça a vraiment une dimension utilitaire. Et je pense qu'après, le marché fait bien les choses. Et si les concurrents auxquels on fait face aujourd'hui ont émergé il y a seulement un an et demi en France, alors que par exemple, sur le marché des États-Unis, ça a émergé il y a bientôt 3-4 ans, je pense qu'il y a une question de marché qui doit être prêt pour absorber une solution qui va être technologiquement avancée. Mais en fait, concrètement, moi, je vais à un match demain. Qu'est-ce que je vois de différent entre un billet NFT et un billet pas NFT? Alors, rien à ce niveau-là. D'accord, ok, c'est bien ça. On voit pas, c'est juste la technologie qui est derrière. C'est ça. Mais en réalité, j'ai toujours mon billet soit dématérialisé, soit... Alors, plus papier, du coup? Plus de papier. Plus de papier. Donc, dématérialisé, mais ça, on est habitué maintenant. Dématérialisé, on l'a depuis... Ok. Donc, ouais. Donc je reste quand même surpris que ça ne soit pas arrivé plus tôt. Mais très bien, tant mieux, hein, c'est super. On en est content aussi. Ouais. Moi je trouve que la dimension RSE réside dans le fait que votre ticket il est dématérialisé de base. Je trouve que le fait d'annoncer alors c'est peut-être pas une question, c'est peut-être une vérité de la palisse, mais le fait d'annoncer dans votre discours que vous reversez une partie de vos fonds à des associations, c'est presque trop. Ça n'a pas d'intérêt dans la mesure où déjà les 3 premières années, vous êtes déficitaire et du coup vous ne sortez pas de bénéfices. Donc je ne pense pas qu'il y ait de versement qui sera fait à des associations. Donc je me pose vraiment la question de l'utilité d'apporter ce message dans votre discours, sachant que ce qu'il faut vraiment valoriser, c'est le fait que du coup le ticket de base il est dématérialisé, donc votre solution elle est plutôt soucieuse de l'environnement. Alors, on est bien au courant, et alors peut-être qu'il y a dans le discours, il y a peut-être une modification à apporter, mais c'est un point qui, à la base, nous, le projet a été lancé donc il y a 1 an, on était déjà en colocation à l'époque, et
un des sujets qui nous réunissait, c'est l'urgence climatique, c'est l'environnement. Et on ne se voyait pas lancer un projet ensemble sans qu'il y ait un impact positif sur l'environnement. Parce que forcément, créer un business, c'est négatif. On modifie des états qui pas de base ne devaient pas être modifiés. Mais donc du coup, on ne se voyait pas créer un projet sans qu'il y ait un impact au minimum positif sur l'environnement. Et donc si la dématérialisation parce que la dématérialisation des billets, ok, il y a moins de papier, certes, mais derrière c'est des serveurs qui font tourner, etc. Donc au final, il y a des personnes qui peuvent encore contester ce. Voilà. Vous pouvez choisir où les délocaliser, enfin, où bien les sûr. utiliser ou les localiser. Bien sûr. La dimension, c'est juste que là, j'invoque juste le fait que du coup, vous annoncez pas de pourcentage, que vous vous engagez à verser à des associations, pardon. Oui. C'est presque un message générique qui est, si vous voulez vraiment vous engager dans le sujet, il faut presque annoncer dès votre business model le pourcentage de ce que vous voulez reverser, ou dès que quelqu'un achète un ticket NFC ou une organisation, le pourcentage que vous reversez aux associations. Alors, il est presque pas pris en compte ou pas matérialisé, en tout cas dans votre modèle plan. Justement, en fait, il n'est pas matérialisé parce que c'est pas un sujet pour le développement d'entreprise qui était obligatoire, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on veut lancer cette année. Et forcément, à partir du moment où on connaîtra le pourcentage qu'on versera, c'est quelque chose qu'on mettra en avant. Quand vous achetez un ticket, vous avez X% qui seront reversés à l'association. Voilà. C'est et à voir comment c'est possible. En fait, mon point, c'est de dire que si c'est vraiment important pour vous, il faudrait que dans la prise de parole, ça soit à la hauteur de l'importance que vous lui donnez. C'est ça ? Ouais. Maintenant. Même dans la modélisation finale et le risque budgétaire, il faut le matérialiser dans l'offre. Est-ce que vous savez déjà quelle blockchain vous allez utiliser ? Alors, là, on a plusieurs options qui s'offrent à nous. Moi, personnellement, je suis plus à l'aise sur Ethereum avec, avec le layer 2 Polygon, merci. Parce que voilà, moi, je me suis intéressé depuis un petit bout de temps et voilà, je suis plus à l'aise en termes de développement là-dessus. Maintenant, c'est vrai qu'on sait que Tezos, qui est une blockchain, un projet français, est un projet qui garantit que l'énergie qui est utilisée est verte. Donc là-dessus, il y a un sujet. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au lancement, il y aura sûrement un sujet là-dessus. Maintenant, afin de diversifier les risques aussi, on veut être à terme polychain, c'est-à-dire qu'on puisse passer d'une blockchain à l'autre sans que il y ait de changements pour l'utilisateur. Et donc, derrière, à terme, il n'y a pas tant que ça d'importance parce qu'on va pouvoir switcher assez rapidement. Pour le lancement, on a encore le choix. Et Tezos, il devrait vous donner des moyens financiers pour votre développement. C'est en cours. On est en négociation avec eux. Il y a des grosses barrières à l'entrée pour. Est-ce que moi, j'ai envie de me lancer et créer du NFT ticket, je pourrais. Il y a le problème avec, enfin pas le problème. La barrière à l'entrée est assez basse. Je pense que c'est Thomas qui pourrait plus en parler d'un point de vue stratégique. Je vous pose la question parce que j'ai regardé en 2 secondes. Je suis pas du tout expert du NFT. Du coup, j'ai accéléré ma connaissance un tout petit peu. J'ai découvert et j'ai vu en tapant rapidement qu'avec en open source avec un QR code, etc., on pouvait arriver à se débrouiller à faire du NFT ticket. Voilà. Donc, alors, au niveau des barrières à l'entrée, je pense qu'il y a une question de tournant à prendre rapidement, c'est-à-dire qu'on offre une sécurité qui est supplémentaire par rapport aux acteurs traditionnels de la billetterie. Et il y a un débat en France qui dit qu'il y a une certaine partie des acteurs qui vont adopter cette technologie et d'autres qui ne vont pas l'adopter. Nous, on prend le pari que, en fait, en l'adoptant dès le départ, en allant chercher chaque organisateur et en constituant notre base de consommateurs, de clients, en fait, via le fait de commencer très tôt, alors que certains organisateurs sont plus ou moins sensibilisés, alors on va avoir un avantage concurrentiel sur le long terme, ce qui va nous permettre de fermer les barrières à l'entrée, puisqu'on sera peut-être avec Billy, parmi les seuls à pouvoir avoir cette base qui est nécessaire pour un organisateur de trouver des clients pour son événement. Donc vous avez intérêt à aller très vite. C'est exactement ça. Lui donner pas trop d'infos, je sens qu'il va monter une filiale concurrente à monter.
Juste par rapport à, vous avez dit que vous êtes déjà avancé dans le projet. Vous pouvez nous dire d'où viennent les fonds? Peut-être que vous avez, est-ce que c'est des investissements perso aujourd'hui? Est-ce que vous êtes déjà accompagné par des autres sociétés ou des autres personnes? Alors, il y a eu des investissements personnels. Là, on est plutôt sur de la love money, dans le sens où les 3 premiers investisseurs, donc on a fait, on a eu en fait des prêts de différentes personnes qui étaient plus ou moins concernées par le projet, qui avaient bien adhéré avec l'idée. Il y a eu des fonds personnels aussi qui ont été investis de notre poche. Et puis enfin, on a bouclé une levée de fonds de 50 000 € avec un cercle plus élargi que simplement des parents ou des amis des parents, où on a commencé à faire un petit peu de marketing, de communication, et puis il y a des personnes qui sont venues nous voir en disant ça me branche comme projet, et on aimerait bien investir, et donc c'est pour ça qu'on a monté cette levée de fonds aussi à 50 000 €. On en avait besoin, mais on va dire que c'est bien tombé. Et vous voulez compléter avec de la BPI, c'est ça? Tout à fait. On va chercher la bourse French Tech d'ici un mois, si le dossier c'est 30 000 ça. C'est ça, c'est 30 000, exactement. Est-ce que vous avez testé? Pas encore. Du tout? Pas encore. Non, je fais. Alors, on a déjà l'application en fait, qui est faite en no-code. Alors, qui est faite en no-code parce qu'il y a le no-code qui va faire appel à des bases de données, à la mise à jour de bases de données. Ça, c'est un no-code qui est un petit peu trop compliqué pour nous. Mais en tout cas, l'application est designée et dans un système de clics, on peut comprendre quel est le parcours utilisateur et donc se projeter dedans. Après, pour tester réellement la solution en incorporant du coup le module blockchain, là, on a du coup 2 alternants, comme on dit dans le pitch, qui arrivent pour mettre au point cette solution. Un qui va travailler sur l'application, un autre qui va travailler sur le site web, pour notamment le parcours organisateur. Et donc, on prévoit les premiers tests d'ici mi-mai, début juin, parce que du coup, on est accompagné d'un CTO qui s'appelle Jérôme Alexandre, et donc qui est très compétent, qui code depuis ses 12 ans. Et donc lui, il a un processus de conception d'application qui est très itératif. Et en fait, son système à lui, c'est de sortir des versions toutes les 2 semaines, qu'on va aller tester, on va récupérer des feedbacks, on va implémenter et on recommence jusqu'à ce que ce soit parfait. Alors, on a déjà des organisateurs. En fait, c'est assez marrant puisque indirectement, il y a des organisateurs qui sont venus nous voir d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on a, au tout début, quand on commençait même pas à faire de com, on a des festivals qui sont venus en mode ok, vous faites ça, est-ce que c'est pour dans combien de temps? L'idée est très bonne. On est déjà en discussion par exemple avec des partenaires pour faire des tests, pour tester notre solution, par exemple le CEP de Lorient, qui est en fait un organisateur un club de basket, c'est ça, avec une salle de 500 personnes qui se remplit régulièrement. Et donc voilà, on a déjà des organisateurs qui sont venus et qui sont même proposés pour dire ok, vous faites des tests, il n'y a aucun problème, on peut tester pour vous. Et donc voilà, on a un petit peu des preuves qui nous montrent que le marché est prêt, que les gens attendent cette solution, et c'est pour ça que, comme vous l'avez dit, il faut aller très vite pour réussir à prendre la main avant d'autres, on va dire. Vous avez commencé à essayer de sentir s'il y avait une traction commerciale. Oui, il y en a une clairement. Ça, c'est plus un sujet. Si votre plus gros risque, c'est quoi? Vous l'avez identifié? Ou votre plus grosse barrière? Notre plus gros risque, ce serait que Ticketmaster, en fait, commence à changer. En fait, Ticketmaster ou un gros acteur comme ça, alors, outre les risques, par exemple, un ordinateur quantique qui pirate la blockchain, ça, on exclut ce risque-là. Mais sinon, oui, le risque, ce serait vraiment qu'un Ticketmaster arrive et fasse exactement la même chose que nous, même si il faudrait vraiment qu'il change de business model, puisque par exemple avec notre application premium, c'est pas du tout le business model de Ticketmaster. Mais voilà, ce serait que un gros acteur comme ça copie notre proposition de valeur et puis injecte des millions dedans. Et dans ce cas-là, il prendrait une avance non négligeable et qui leur permettrait d'avoir un avantage concurrentiel à long terme au niveau de. Ce qui est clair dans votre business, c'est qu'il y a un truc, c'est que vous devez aller très vite pour tout de suite prendre la place de premier ou de deuxième. Parce que la place de deuxième, elle est pas si mal si jamais vous n'avez pas la place de premier. Par contre, il faut que vous alliez super vite, et pour aller super vite, il faut que votre stratégie elle soit prête et que vous preniez les bonnes décisions, que vous preniez les bons chemins
pour pouvoir très vite prendre cette place de premier ou de deuxième. Sinon, bon, le risque, c'est que vous soyez dilué dans les 3, 4e, 5e, et là, vous n'existez plus. Bah, c'est exactement ça, c'est pour ça qu'on s'est justement entouré de personnes qui sont très fortes dans ce qu'elles font, notamment une personne qui s'appelle Eric Gervais, qui est associé senior au cabinet de conseil Atekearney. Du coup, il est spécialiste en go-to-market, donc comment implémenter vraiment un produit sur un marché de manière la plus performante possible. Et donc voilà, il nous accompagne sur nos stratégies au niveau de, des levées de fonds, parce que bien sûr, pour pouvoir se développer rapidement, c'est la levée de fonds, enfin c'est le montant des levées de fonds qui permettent vraiment de gagner de l'avance, on va dire, de prendre de l'avance. Et donc voilà, on a vraiment une stratégie qui est ficelée pour, en gros, avoir les moyens. En fait, le point aujourd'hui, c'est à quel moment on va aller chercher la levée de fonds qui sera de 1 million, qu'on ambitionne pour début 2024, le temps d'avoir une traction, de pouvoir faire des preuves, histoire que quand on aille demander des fonds à des investisseurs, qu'on ne soit pas dézingué au niveau de la valorisation, si je puis dire. Et donc voilà, on a tous ces points ces points de vigilance qui sont bien sûr très présents dans nos esprits. Et c'est pour ça qu'on se fait accompagner par des spécialistes dans les différents domaines. Alors je ne sais pas où on est dans le timing, mais je crois qu'on est proche de la fin. C'est peut-être la dernière question. Donc là, sur vos prochaines échéances, vous avez besoin de combien? Alors sur nos prochaines échéances, vu qu'on a bouclé la levée de fonds, du coup comme on l'a dit, de 50 000 €, on a de quoi tenir jusqu'à grosso modo novembre-décembre. On a des personnes qui sont prêtes à réinvestir si besoin est, donc c'est-à-dire qui sont proposés et qui ont dit ok, vous avez besoin d'avoir un minimum de traction, un minimum de preuves sur le marché pour pouvoir aller faire une grosse levée de fonds et pas trop vous faire diluer. Donc en attendant, si vous avez besoin de fonds, alors on pourra vous les apporter de manière à juste garder du cash et faire vivre l'entreprise, avoir la liquidité nécessaire pour continuer à se développer. Je crois qu'on est arrivé au bout du timing. Merci beaucoup pour cette présentation et toutes ces informations. Merci beaucoup. On va passer maintenant au second projet, au second pitch. Et c'est Anaïs, cette fois-ci, qui va tirer au sort pour déterminer le second pitch. Et c'est Lock and Free, donc j'appelle Amine et Gurvan sur scène. Alors en France, il existe plus de 600 000 commerces de proximité. Savez-vous combien est-ce qu'il existe, combien de personnes sont employées par ces commerces de proximité? Peut-être. Eh bien, il y en a plus de 3 millions. Et j'ai moi-même fait partie de ces 3 millions de personnes, car à l'âge de 16 ans, j'ai signé mon premier CDI dans une pharmacie. Et donc lorsque je sortais du lycée, j'étais vendeur en parapharmacie. Et la chose qui m'a le plus marqué durant cette expérience, c'était que nos clients étaient prêts à dépenser des dizaines d'euros supplémentaires et revenir de façon extrêmement récurrente pour bénéficier de quelques pourcents de réduction. Dans le même temps, j'ai pu observer la fermeture progressive des commerces de ma ville, qui subissaient de plein fouet la concurrence des géants de la distribution. Et du coup, une question m'est venue à l'esprit directement, qui est que pourquoi est-ce que nos commerçants n'utilisent pas de système de fidélité équivalent à ceux des grands groupes? Et ça, c'est une question qui m'est restée à l'esprit pendant pas mal de temps, jusqu'à que je rencontre Gurvan. Et c'est vrai que c'est assez dingue d'une certaine manière, car c'est un marché qui est immense. On a 600 000 commerçants, 500 milliards de chiffre d'affaires annuel pour l'ensemble de ces commerces. Et quand on a regardé du coup ce qui était disponible, on a trouvé ça fou qu'il n'y avait pas de solution de fidélisation commune qui existait pour les indépendants. Donc on a regardé un petit peu, on a benchmarké le marché et honnêtement, toutes les solutions semblaient dépassées. Donc de ce qu'on a vu, que ça soit le bon d'achat simple pour un commerce ou des solutions très coûteuses sur plusieurs milliers d'euros, les clients étaient bien loin de délester leur portefeuille de l'ensemble des cartes de fidélité qu'ils avaient. Donc c'est pour ça qu'on a lancé Lock and Free. Lock and Free, c'est une solution simple et la mission qu'on lui donne, c'est d'offrir et de doter les petits commerçants
d'une application de fidélité qui est clé en main, avec tout ce qui sera intégré pour appliquer cette politique de fidélisation. Et la promesse qu'on leur fait, c'est d'augmenter le flux en boutique par 2 biais. Le premier biais, ça va être d'améliorer l'expérience client à travers notamment les promotions et le cashback. Et le deuxième biais, ça va être de faire venir d'autres clients grâce à l'effet réseau de l'application. On répond comme cela à 3 problèmes. Le premier problème, c'est le problème du client, du consommateur qui cherche à consommer local, tout en faisant attention à son portefeuille. Celui également des mairies qui vont vouloir redynamiser leur lieu de vie et leur centre-ville. Et bien évidemment celui du petit commerçant qui souhaite être doté d'outils qui sont capables et qui sont au même niveau que ceux des grands commerces. Et donc c'est ce qu'on fait avec Lock & Free. Tout simplement, on recense le commerce sur la plateforme. Les commerces disposent de leur propre page. Ils éditent et renouvellent leur cashback sur les produits en magasin. Et c'est comme ça qu'on fait cette solution. Et donc, du point de vue de l'application, notre plus gros défi a été de trouver un moyen de mettre en place notre outil de façon peu coûteuse chez nos commerçants, tout en conservant une certaine fluidité au niveau de la transaction. Et du coup, le système que nous avons trouvé est tout simple. Le commerçant aura simplement à utiliser son smartphone et scanner le QR code du client et ensuite, bien sûr, rentrer le montant de la transaction. Au niveau de la timeline, actuellement, nous avons effectué des maquettes visuelles ainsi que des spécifications techniques qui seront pour notre futur CTO. Nous envisageons d'avoir notre MVP d'ici la fin de l'année 2023 pour pouvoir tester notre solution auprès de nos premiers commerçants partenaires. Et enfin, nous espérons pouvoir lancer Lock & Free dans le courant de l'année 2024. Donc nous avons besoin de vos 10 000 euros parce que nous avons besoin de vos 10 000 euros parce que nous avons estimé les coûts de notre application avec plusieurs professionnels et ceci s'élève à environ 30 000 euros. Et du coup, votre cash prize ainsi que vos précieux conseils seront des atouts qui nous aideront à lancer notre projet. En termes de rémunération, nous aurons une partie fixe qui sera un abonnement que les commerçants paieront sûrement de façon mensuelle et une partie variable qui sera une commission transactionnelle. Enfin, un petit mot sur nous-mêmes, donc sur l'équipe. On est assez complémentaires. Amine, de son côté, a un profil plutôt quantitatif de par sa formation et son master à Assas en finance quantitative. Donc il a déjà travaillé, notamment avec ses expériences professionnelles, sur plusieurs gestions de projets informatiques. Et il a également du coup un bon background commercial. Moi, de mon côté, je suis étudiant au sein du master finance et stratégie à Sciences Po Paris. Donc j'ai la chance du coup d'avoir une bonne compréhension des acteurs publics et du coup qui peuvent être aussi un levier pour le développement de notre solution. Et du coup de m'y connaître un petit peu en finance d'entreprise, donc d'aider sur le côté financier. On est également accompagné par Ludovic Adel, qui est un ancien de Kellogg's et qui est le fondateur de TipStop, qui est une application qui fait qui aide pour les pronostiqueurs professionnels, c'est ça. Et c'est une application qui a 1 million de téléchargements à l'heure actuelle. Du coup, très rapidement, juste une phrase très rapidement pour conclure, c'est la mort d'un commerce, ça peut être parfois aussi la disparition d'un village ou d'un quartier. Et donc, l'idée, c'est vraiment de soutenir Lock & Free pour ses ambitions sociétales et sociales. Merci, messieurs. Bravo. Alors, c'était un peu ma question, je ne voyais pas le côté sociétal, mais effectivement, vous avez raison. Je pense que soutenir le commerce de centre-ville, c'est une très belle ambition, parce que ça a beaucoup d'impact direct et indirect. Je vous trouve très business, et ça j'aime bien, c'est pratique, vous parlez
Voilà, vous parlez business, chiffre d'affaires, marge, ça c'est vraiment un beau modèle. Vous avez besoin de quoi pour réussir? Alors j'ai compris les 10 000 euros et un peu de... Ça c'est bien aussi de le dire, parce que quand on veut quelque chose, faut le demander. Donc ça vous l'avez fait. Et au-delà de ça, vous avez besoin de quoi pour que cette entreprise soit une réussite? Nous, ce qu'on aimerait, c'est passer de nombreux partenariats dans un premier temps avec des mairies et des collectivités locales, parce que ça nous permettra de bénéficier d'un vecteur, d'un vecteur qui nous permettra d'accéder à beaucoup de commerçants d'un coup. Et dans le même temps, nous aimerions également avoir un CTO. Donc on envisage soit de prendre un alternant, soit de prendre un associé avec nous. Jérôme, vous cherchez un poste en alternant? CTO, non, je suis pas avec le T, je suis pas très bon. Mais d'accord. Ouais. Vous parlez d'un financement à 10K pour Jérôme. Les 20K, vous les cherchez où aujourd'hui? Alors concernant les 20 000 restants potentiellement, nous ça ne nous dérangerait pas on a des économies de côté, donc ça ne nous dérangerait pas de prendre sur nos fonds propres. Après on a aussi d'autres leviers financiers, notamment auprès des mairies, des agglomérations, des collectivités territoriales. On est en discussion en ce moment avec la mairie d'Argenteuil sur justement voir ce qui peut être fait, s'il peut y avoir un petit coup de pouce sur le lancement. Et en plus, aller sur des acteurs publics. L'intérêt, c'est aussi peut-être pour commencer à déployer dans une ville, peut-être que les abonnements peuvent être pris sur un an par une mairie ou par une communauté d'agglomération. Et l'idée derrière, c'est que ça peut être continué par les commerçants eux-mêmes si la solution leur convient. Et après, on cherche aussi éventuellement s'il faut combler des fonds avec du Family and Friends éventuellement. Donc on a plusieurs leviers en fait qui s'offrent à nous. Vous avez déjà convaincu certains commerçants de vous suivre pour la phase de test ou... Oui, effectivement, j'ai déjà convaincu un commerçant qui a 15 pharmacies, boucheries, un mélange de... Non, excusez-moi. Un mélange de pharmacie et boucherie. Il est associé dans les pharmacies parce qu'on ne peut pas être seul à détenir plusieurs pharmacies. Donc c'est une personne qui a une pharmacie, plusieurs boulangeries et des boucheries. Et on est également pour parler avec d'autres commerçants. Et aujourd'hui, il n'y a aucun concurrent qui propose la même chose? Ah pardon. Alors justement, au niveau du cashback, je pense qu'on connaît tous peut-être des acteurs du e-commerce qui existent, genre les Graal, qui s'appliquent vraiment sur les e-bike clubs également, qui ont des partenariats plutôt avec des grands groupes. Et donc ça le fait sur un modèle e-commerce. Maintenant, nous, on a sondé justement le marché français, ce qui existe. Et les deux gros concurrents, on a Kitties et Shimpy. Et à chaque fois, on a réussi à trouver des avantages concurrentiels. C'est-à-dire que Kitties, ils offrent en fait des bons d'achat chez les commerçants. Donc c'est assez fastidieux, ça complique la décision. C'est-à-dire que nous, juste le client se rend chez le commerce, il ouvre son application, il monte son scan, et le commerçant, il met le montant de la transaction, et directement on va avoir de l'argent qui va tomber dans la cagnotte. Donc il y a un côté beaucoup plus pratique sur ce modèle-là. Et après, on a aussi au niveau des coûts de transaction, on a vu qu'ils prenaient quand même des assez grosses marges. Et il faut savoir que justement, nous, la commission, on le fait sur un pourcentage de la marge du commerçant qu'il accepte de nous laisser. Donc on essaie justement d'avoir un modèle qui est plutôt éthique sur ce point-là. Et puis au-delà de ça, les solutions qui existent actuellement, on fait le choix de s'associer avec de grands groupes. Nous, notre objectif, c'est vraiment de s'associer avec les petits commerces et de faire en sorte que les personnes qui utilisent Lock & Free participent à l'économie locale et circulaire. Okay. Et si vous deviez résumer Lock & Free en 3 mots, lesquels seraient? Bien, l'acronyme le fait très bien, local, parce qu'on va encourager la consommation locale.
Free, parce que free de l'anglais, oui, c'est clair, mais c'est parce que les utilisateurs vont bénéficier de réductions. D'autant plus que le pouvoir d'achat, c'est l'un des sujets qui préoccupe le plus les Français ces temps-ci. Et peut-être fidélisation, qui est en fait ce qu'on compte faire, c'est-à-dire vraiment doter les commerçants d'un outil de fidélisation clé en main pour qu'ils mettent à disposition de leur clientèle. Et puis au-delà de ça, le travail d'un commerçant, le travail d'un boulanger, c'est d'exercer son métier. Donc de faire du pain, j'image beaucoup, mais son travail, ce n'est pas de faire du marketing et de faire de la fidélisation à tout bout de champ. C'est comme ça que le nom vous est venu, ou ouais. C'est de la post-rationalisation? Comment c'est venu ce nom, Lock and Free? Justement, le nom, en discutant autour de nous, c'est peut-être le gros point faible aujourd'hui. Parce que, par exemple, on a dit, faites une agence de location de voitures. C'est vrai que, honnêtement, avant que je vois votre pitch, Lock and Free, quand j'ai vu le nom, j'ai pas du tout pensé à ça, c'est sûr. On est preneur, en tout cas, s'il y a des idées de nom. Et d'ailleurs, en fait, il y a eu une erreur. Ce n'est pas Lock, L-O-C-K, comme clôturé, c'est Lock, L-O-C. Local, c'est différent. Peut-être que la mairie d'Argenteuil, Lock and Free, ils n'ont pas adhéré. Non, vous avez une barrière importante, on arrive à la fin, c'est ça, chef. Vous avez une barrière importante qui est le fait d'intégrer des nouveaux clients. Vous avez une barrière qui est très forte parce que ce sont que des tout petits clients. Par contre, je trouve que votre approche de passer par les mairies, elle est assez smart. Et c'est sûrement le seul moyen d'acquérir de nombreux clients qui vont amener pas beaucoup de revenus, mais multiplié par des centaines de petits clients, ça peut fonctionner. Pardon ? Pharmacie, ouais. Alors, justement, peut-être pour revenir là-dessus, on a l'approche mairie et après aussi on a des réseaux d'indépendants. Typiquement, on peut convaincre aussi des associations de commerçants, donc qui s'organisent en ville, etc., et qui représentent 200-300 commerces. Et typiquement, on a aussi des entrepreneurs qui gèrent plusieurs business à la fois et qui seraient ravis sur 20-25 commerces d'automatiser en fait le même principe de fidélisation. Oui, parce que l'idée, c'est qu'il faut quand même que vous fassiez un peu connaître. Alors, je regardais, j'ai vu un chiffre, alors moi j'ai mal lu, mais j'ai vu que sur la ligne commerciale, vous avez mis 5 000 €, je dis une bêtise, non? C'est moi qui ai mal lu. Je peux voir peut-être. Non, mais je ne le retrouve pas là-dedans. Mais en plus, je ne le retrouve pas là-dedans. C'est dans les documents que j'avais reçus avant. Donc, non, mais sur les comptes de résultats, non, je crois que. Alors, on prend des estimations plutôt basses. On dit 2027 autour de 1000 clients. Et donc, du coup, ouais. Peu importe. Enfin, à mon avis, il faudra un peu de moyens quand même pour vous faire connaître. Parce que, tout à fait, ouais. Cashback, chez les commerçants, moi je pensais que c'était du remboursement d'espèces. Ça n'a rien à voir. Vous n'avez pas du tout. On vous le dit pas ça? On vous l'a jamais dit, non? C'est plutôt de l'avoir du coup nous sur le modèle. Ouais. Ok, bon, très bien. Non, moi, je pense que... Vous avez un EBITDA à 86%, j'ai vu, c'est super ambitieux. Hein. Bon. Alors peut-être, comme vous dites, on va développer les équipes commerciales. Ça va faire baisser. Merci beaucoup, on peut les applaudir très fort. Sans trop de surprise, on va pas tirer au sort pour le dernier finaliste. J'accueille Rosa, fondatrice de Sacietas, qui va nous pitcher son projet. Vous pouvez l'applaudir d'ores et déjà. Bonsoir. Savez-vous que nous jetons 3 sacs poubelles remplis de nourriture par an? Et d'après le gouvernement, ça représente à 30 kilos d'aliments qui sont gaspillés et qui sont comestibles. Je m'appelle Rosa, j'ai 22 ans, je suis étudiante à Rennes School of Business et j'ai vraiment envie de développer Sacietas avec vous. Mais tout d'abord, je vais vous expliquer comment Sacietas est venu dans ma tête. Alors, c'était l'année dernière, quand je mangeais un plat asiatique toujours préparé par ma mère et qui sont toujours bons, et il est là d'ailleurs. Et ensuite, je voulais changer, je voulais manger quelque chose de différent qu'asiatique. Et donc, j'ai cherché sur Internet des plats et des recettes qui pourraient me correspondre. Et finalement, j'ai cherché pendant des heures et des heures jusqu'à tomber sur la recette, les pâtes carbonara. Encore, vous allez me dire. Alors que nous avons tant de richesses culinaires à découvrir, près de 200 000 recettes. N'est-ce pas énorme? Et je sais que plus de 60% des Français
utilisent des applications de la food tech, que ce soit pour commander en ligne ou chercher des plats et des recettes. Et je sais que Sacietas est une application qui ressemble à d'autres applications, mais Sacietas est différent. Chez Sacietas, nous voulons changer cela en vous proposant des recettes personnalisées, variées, en fonction de vos goûts et de vos besoins nutritionnels. Fini les casse-têtes pour savoir quoi manger chaque jour. Fini les plats répétitifs. Chez Sacietas, chaque repas est une découverte gustative et vous fait découvrir les plats du monde entier. Elle contribue aussi à réduire le gaspillage alimentaire, qui représente 30 kg par an et par foyer. Et en plus, elle favorise les commerces de proximité. N'est-ce pas incroyable? Chez Sacietas, Sacietas donc, est une application mobile que vous pouvez télécharger sur votre smartphone, gratuite et très simple à utiliser. Vous mettez vos renseignements, allergies, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, ce que vous avez dans le frigo. Et l'algorithme vous propose des recettes qui vous correspondent. Elle a aussi d'autres abonnements premium pour bénéficier plus de possibilités, tels que pour les fainéants qui ne souhaitent pas faire leurs courses, les livraisons à domicile, et même avoir un chef cuisinier personnel. Enfin, Sacietas, c'est comme avoir un diététicien, mais personnel. Je sais que Sacietas offre une opportunité aux Français de manger mieux et de faire découvrir des plats du monde entier. Ainsi, si vous êtes d'accord, ensemble, nous pouvons changer la façon dont les gens mangent et construire un monde plus sain et plus durable. Merci d'avoir écouté. Alors, très enthousiasmant, votre projet. Après, j'ai du mal à visualiser exactement quelle est la proposition et comment vous vous situez entre, en tant qu'une sorte de marketplace de la food et de l'autre côté, d'un côté il y a les consommateurs, mais qui est de l'autre côté? Alors, tout d'abord, là, Sacietas est au stade de sa modélisation. C'est pour ça que j'ai besoin de vos connaissances professionnelles qui m'aideront énormément pour façonner Sacietas de manière innovante et efficace. Et au sein de l'équipe, si j'ai bien compris la question, ce sera donc moi, avec une associée qui pourra développer l'application, et également d'autres équipes, que ce soit des diététiciens, médecins, même d'autres partenaires avec qui je pourrais travailler, comme par exemple Uber Eats, Deliveroo, ou même des entreprises, des entreprises sportives. Et donc, au sein de l'équipe, c'est sûr qu'il y aura des personnes qui auront quand même un poste fixe et d'autres avec qui je pourrais varier, notamment avec le marketing, où je peux trouver des agences de marketing qui pourront m'aider à justement développer la marque et l'image de Sacietas. Alors, du coup, moi je vois beaucoup de coûts dans le projet que vous présentez. En fait, comment vous générez des revenus? Alors c'est vrai que là pour l'instant j'ai pas de fonds et en soi pour générer du revenu en termes pour Sacietas, il y aura donc des abonnements premium là qui entre 4,99 € et 15,99 € au dépend de ce que choisit le client par rapport à son abonnement. Mais par exemple, l'abonnement premium, donc à 15,99 €, ce serait plutôt donc, de faire livrer les recettes et donc avoir un chef cuisinier personnel. Et ce sera du coup mensuel. Ça, vous le décrivez quelque part dans le projet ou c'est parce que je ne l'ai pas vu en fait. Non, c'est vrai parce que c'est on va dire, j'ai pas, comment expliquer cela? J'ai pas vérifié à fond. Dans le sens où j'ai posé quand même à environ 20 personnes. Et donc, je souhaite quand même vérifier cela avec plus de personnes pour avoir un coût, on va dire, stable et rationnel. Parce que c'est vrai que, en revanche, dans le projet, on voit bien, au niveau des dépenses, il y a un paquet de monde. Hein. Dès la première année, vous êtes 10. C'est ça, hein, je ne me trompe pas, donc ça fait quand même pas mal de salaire. Ça fait une sacrée charge, donc il faut qu'en face, il y ait un chiffre d'affaires qui rentre assez rapidement, quoi. Du coup, c'est... Oui. Ouais. C'est vrai que là, par exemple, on peut voir que les applications de la foodtech se développent de plus en plus, notamment Joe, qui, par exemple, propose en fait des recettes et les ingrédients en fait sont partenaires avec les supermarchés,
Et donc les clients, lorsqu'ils choisissent une recette, ils peuvent acheter leurs ingrédients directement en click and collect dans leur supermarché. Alors que moi, par exemple, avec Sacietas, c'est plutôt les commerces de proximité que j'ai envie de favoriser. Non, mais l'idée, on sent, il y a quelque chose. De toute façon, c'est clairement dans l'air du temps. On le voit, HelloFresh et compagnie, ils répondent bien à un besoin, effectivement, qui tous avec nos vies, on court dans tous les sens et on a envie quand même de rééquilibrer, d'avoir une alimentation saine, variée, etc. Oui. Nous aider dans ce sens-là, oui, c'est très bien. Donc l'idée, moi, elle me paraît très intéressante. Mais c'est vrai que j'ai du mal à comprendre après derrière comment vous obtenez, comment vous enclenchez le chiffre d'affaires, en clair. Oui. Bah, Vous rebondissez, je rebondis aussi sur ta question parce que du coup vous annoncez des abonnements entre 4,99 je crois et 15,99. Oui. Ça fait entre 1500 et 5000 clients que vous allez devoir avoir pour juste revenir à l'équilibre. Comment vous faites pour les attirer dès le début? Parce qu'en fait, si votre offre est payante pour la faire découvrir, il faut vraiment être séducteur et avoir un truc en plus. Oui. Est-ce que une option de partir sur j'allais dire à la mode Spotify, on commence avec une version gratuite et si vous voulez des accès supplémentaires, vous passez à un niveau payant premium comme vous l'annoncez. Oui. C'est pas une des options pour vous faire connaître? Oui, bien sûr, il y aura l'option gratuite où bien sûr il y aura moins de possibilités et le fait d'être plus connu, on va dire en termes de réputation. Mes parents, ils sont primeurs et donc je peux également faire ma pub, on va dire, dans leur commerce. Et également, il y a plusieurs commerces de proximité aux alentours et donc ça peut faire attirer les clients et de bouche à oreille, ça peut faire connaître la marque. Je dirais presque que vous avez presque un coup à jouer tous les deux avec les commerces de proximité. Hein. Oui, c'est ça. Sacietas, oui. C'est venu comment? Alors, c'était parce que c'est satiété en latin. Et en fait, mon but, c'est vraiment de rendre chaque personne l'état de satiété. Et donc, ce qui fait que le nom devient Sacietas, français en latin. Quoi. Ce que vous proposez, c'est aussi de la découverte de goût. Oui. C'est-à-dire que dans l'application, il y aura donc des recettes du monde entier, que ce soit asiatique, européen, africain. Et également, la communauté de Sacietas pourra aussi proposer des recettes et que nous, par la suite, on va vérifier cela et ensuite s'adapter. Et pour aussi fidéliser le client pourra avoir des points de fidélité dans le sens où lorsque il partage une recette ou il partage des photos une photo de son plat qu'il a effectué de la recette de Sacietas, il pourra contribuer à avoir des points et ensuite à avoir des promotions parce que je sais que les commerces de proximité, c'est quand même un coût comparé au supermarché. Il y a quand même une différence de prix. Et donc, le fait que le client peut avoir des promotions, ça pourra donc fidéliser et avoir plus d'avantages pour le client. C'est-à-dire du coup vous comptez sur des revenus ou des adhésions peut-être des clients, des petits fournisseurs locaux on va dire pour pouvoir les matérialiser dans votre application, pour pouvoir les remonter dedans ou alors vous listez tous les commerces de proximité Tous les commerces de proximité, oui. Clara se lève. Est-ce que vous m'entendez? Bon, s'il n'y a plus de questions, on va conclure cette partie des pitchs et on va inviter le jury à délibérer pour déterminer Merci beaucoup, merci à toutes les équipes, à tous les participants. Le jury va s'en aller quelques minutes pour délibérer. Et voilà. Vous m'entendez mieux là peut-être. On va faire une petite entracte de 15 minutes. Il y aura également quelques interviews dans ce côté-là si vous voulez donner vos avis. Partagez vos impressions ou boire quelque chose, n'hésitez pas. Clara va vous rejoindre tout de suite à la caméra.
J'ai celui-ci et il en doit aller. On prépare les micros. Ça marche. Celui de Sophie, tiens, attends, je vais t'en mettre celui-ci. Sophie, hop là, bam. Le micro normalement. Tout à fait. Est-ce que ça tourne, Romain? Là, vous êtes en live sur Twitch, comme à la télé. Alors, Sophie, Cécile, qu'avez-vous pensé de ces pitchs? C'était incroyable, j'ai trouvé le niveau excellent. Voilà, bravo à tous, vraiment. C'était d'un niveau vraiment une très belle performance et bravo pour vos pitchs qui étaient d'une très grande qualité. Oui, tout à fait. Et une aisance aussi à l'oral, parce que c'est pas évident de venir présenter rapidement ces projets. Et puis, c'est des projets qui sont quand même bien avancés. Et, ils sont quand même jeunes. Et je trouve que ça donne plein de perspectives et c'est hyper enrichissant. Ok, super. J'avais quelques petites questions pour vous, Cécile. Comment vous, au sein des écoles, vous accompagnez les étudiants à la prise de parole en public, peut-être avec des concours d'éloquence? Tout à fait. Alors, moi, je travaille pour l'ISG et chez nous, en première année, en fait, on propose des concours d'éloquence effectivement aux premières années où ils ont un thème et on va les accompagner pendant une semaine avec des coachs pour défendre une idée, savoir comment se positionner, etc. Et puis à chaque année, on va avoir soit des ateliers de prise de parole. On travaille en lien aussi avec l'APEC, notamment parce qu'on organise des forums entreprises où justement les étudiants viennent rencontrer des entreprises pendant, on va dire, 5-10 minutes en petit entretien et ils ont justement la possibilité de s'entraîner avec l'APEC qui va les aider à pitcher en 3 minutes. On les invite aussi à participer justement à ces actions avec nos entreprises partenaires. Et puis on organise tout au long des années des challenges où justement des entreprises peuvent venir proposer une problématique et les étudiants vont travailler concrètement sur ces problématiques et avec un pitch comme ça à la finale pour défendre leur idée. Ok, voilà. Ils ont de quoi se préparer et de quoi s'entraîner. On essaye de les aider, oui. Bon, c'est super. Sophie, petite question pour toi. Comment à FD Tech, en interne, on accompagne la nouvelle génération comme nos candidats aujourd'hui? Alors ce type d'événement est déjà une très très belle, un très beau moyen d'attirer nos jeunes talents, les futurs jeunes diplômés et aussi les étudiants de nos écoles partenaires. Et Cécile en fait partie, elle représente aujourd'hui l'ISG, qui est l'une de nos écoles partenaires. Donc au-delà de nos initiatives récurrentes, on s'adresse aujourd'hui à la génération Z, qui est une génération que l'on attire aujourd'hui avec des problématiques qu'on apprivoise différemment. On va beaucoup mettre en avant toutes les valeurs et toutes les questions environnementales, sociétales également, ainsi que tous les sujets qu'on a pu voir aujourd'hui, remettre l'humain au cœur de la société, au cœur de l'ensemble des problématiques, apporter un peu plus d'humanité et faire plus preuve d'empathie. Voilà. Et en tant qu'employeur, on doit aussi porter ces messages qui sont des messages forts et qui nous aident en effet à attirer nos jeunes talents. Eh ben, écoutez, merci beaucoup pour votre intervention. Merci à toi. On se retrouve peut-être à la fin du live de toute façon pour découvrir le gagnant. Donc merci beaucoup. On a hâte. Merci. J'appelle Philippe maintenant. Un micro. Bonjour Philippe, qu'avez-vous pensé de ces pitchs? Comment se passe la soirée ici à Paris? Extraordinaire, j'ai adoré. Vraiment, on a découvert 3 projets extraordinaires portés par des gens enthousiasmants, plein d'énergie, plein de projets. Ça fait du bien de voir ça. C'est sûr, c'est motivant en tout cas. Une petite question pour toi Philippe. Quel va être le parallèle entre une soutenance pour un appel d'offres, par exemple que tu peux faire régulièrement, auprès d'un client et un pitch pour un appel à projet? Bonne question. C'est vrai que c'est très très ressemblant en fait, j'ai trouvé. En fait, c'est vrai qu'on fait des soutenances aux clients, il faut savoir raconter une histoire quand même. Mais une histoire concrète, une histoire avec du sens, une histoire qui a du sens pour le client, qui le projette, qui explique nos points forts, peut-être certains risques. Et j'ai trouvé que Peace and Start, c'est ça en fait, ils développent une histoire, ils essayent de nous projeter dans leur environnement, dans ce qu'ils ont réfléchi et pourquoi c'est bien pour nous en tant que finalement client quelque part. Et donc oui, il y a beaucoup de similitudes dans l'approche. Et ce que j'ai repéré aussi, et c'est souvent ce qu'on a en soutenance, c'est
le client nous pose des questions. Oui. Essaye de nous challenger sur les choix qu'on a pu faire, est-ce qu'on a vu tous les aspects du projet, est-ce qu'on a bien pris en considération leur environnement à eux du client, est-ce qu'on a bien été intégré dans leur environnement. Et là du coup aussi Pitch and Start avec la session de questions-réponses à la fin, ça les met un peu sur le grill. Ça les challenge. Ça les challenge pour vérifier si le projet est viable, s'il est stable, s'il est fiable, s'il a bien été pensé. Donc oui, il y a énormément de similitudes. Ils sont tout à fait prêts à venir avec moi en soutenant ce client. Je les embauche. Ok, bon bah super nouvelle alors. On va maintenant poser quelques questions. Merci beaucoup Philippe déjà en premier. Soirée, encore félicitations à tous les Pitch and Starters. On va maintenant interviewer Estelle et Vivien. Juste ici. Bonsoir, je vous laisse vous présenter peut-être en quelques mots. Vous êtes en live sur Twitch, donc un petit... Bonsoir Twitch. Donc moi c'est Estelle Rancourt, je suis business développeur au sein d'AFD Tech depuis septembre de l'année dernière. Voilà, donc je te laisse... Et donc pour ma part Vivien Lourme, je suis responsable du département formation chez AFD. Je suis revenu chez AFD en juin et j'avais déjà passé quelques années dans l'entreprise au commerce, donc voilà. Ok, petite question, comme pour les autres interviewés. Comment en interne à AFD Tech, donc là plutôt question pour toi Vivien, on accompagne la prise de parole, comment on aide les collaborateurs à prendre la parole en public? Alors on a plusieurs dispositifs, je veux dire, on a plusieurs méthodes pour accompagner les collaborateurs. On va déjà accompagner nos consultants qui ont eux-mêmes pour des responsabilités d'aller convaincre nos clients. Donc c'est un travail aussi de prise de parole, de confiance en soi, de gestion de la communication non verbale par exemple. Donc on va beaucoup les accompagner là-dedans. Et puis on va aussi accompagner tous les managers à côté de ça par des programmes de formation qui sont fortement orientés autour de mise en situation en groupe. Donc ça permet quand même beaucoup d'échanges et de la prise de confiance aussi de leur part. Donc voilà, moi je suis souvent amené à animer ça et à pousser les gens à prendre confiance en eux. Et puis Estelle pourra en parler, je pense, bien plus que d'autres. À toi Estelle, il me semble que tu as fait partie du concours d'éloquence lors du dernier business programme. Comment ça se passe? Comment tu t'es préparée? Du coup, pendant notre formation, donc le business programme animé par le Studio 50 et par Vivien, on a eu la chance d'avoir des cours d'éloquence par différents coachs, ce qui nous a permis de participer du coup à un concours d'éloquence, donc avec différents items, différentes compétitions. Et c'était très formateur parce que dans notre métier, au niveau du commerce, c'est très important et c'est quelque chose qu'on utilise finalement au quotidien. Ok, top. Et qu'est-ce que vous avez pensé des pitchs d'aujourd'hui, des équipes, peut-être un projet favori? On en parlait juste avant avec Estelle. On se disait c'est quoi le premier, c'est quoi le deuxième. Je te laisse déjà donner ton ressenti. J'ai exactement le même. Ok, c'est vrai, on a eu le même point. Moi je pense qu'il y a un classement différent si on parle en termes d'éloquence ou si on parle en termes de projet concrètement. Enfin, en tout cas moi c'est le ressenti que j'en ai eu et Vivien avait un peu le même état d'esprit. Donc moi j'aime beaucoup l'éloquence, je faisais partie d'une association d'éloquence en école de commerce. Donc sur la partie éloquence pour moi ce serait plutôt le premier projet. Voilà, et après sur la partie projet concret, je pencherai plutôt pour le deuxième. Ok, d'accord. Qui me parle beaucoup. Donc, ok, super. Aimé. Et toi, Vivien, pareil, le même avis. Le même avis. Elle a tout dit très bien. Ok. Bon merci beaucoup en tout cas pour votre intervention. Et puis on se retrouve dans quelques minutes pour connaître le grand gagnant de Pitch and Start. Avec plaisir. Plus que quelques minutes avant de découvrir le grand gagnant de Pitch and Start. Donc les jurys vont bientôt revenir. Restez branchés, restez connectés, ça arrive. On va interviewer Amine. Tiens, vas-y, let's go. Vous voulez passer devant la caméra pour parler de votre ressenti? Allez. J'ai avec moi les deux pitchers, les deux deuxièmes pitchers pour le projet Lock and Free. Amine, Gurvan. Alors attendez, mettez-vous peut-être à côté. Hop, parfait. Comment ça s'est passé? Un peu de stress, du bon stress. Expliquez-nous un peu votre ressenti pour ce pitch. Comment ça s'est passé?
Alors oui, pour le coup, stressé forcément. Nous en plus c'est la première fois qu'on pitch dans une Vous êtes très bien débrouillé. Merci. Donc forcément, il y a vraiment un réel stress et du coup, comment dire, une appréhension. Maintenant, ça reste du bon stress, on a su bien le transformer. Pour ma part, j'ai fait plusieurs concours d'éloquence, d'art oratoire, donc je suis habitué à ce genre de situation. Peut-être qu'Amine, il a envie de s'exprimer sur son ressenti. Oui, bah, pareillement, du coup, j'avais pas mal d'appréhension avant de passer. Mes premières phrases étaient peut-être un peu floues, mais une fois que j'étais lancé. Et à partir de ce moment-là, ça l'a fait. Et voilà, je suis assez satisfait. Aussi, quand on prépare des pitchs comme ça, c'est de pouvoir faire ressentir à l'audition comment le projet peut nous tenir à cœur. Et donc, du coup, il ne faut pas non plus trop préparer, je pense, parce qu'il faut garder un minimum d'empathie, je dirais, pour être bien prêt. Comment vous le sentez ? Le tout pour nous, c'était de transmettre une énergie au public et bien sûr de faire comprendre les bases de notre application Lock & Free. Je pense que on a fait une assez bonne prestation et que du coup on a su transmettre assez positivement nos énergies. C'est ça. Là, l'idée, ça a été pour nous de défendre le projet, donc autant que possible. Et je pense qu'on est assez fiers de ce qu'on a fait. On a défendu notre bébé comme il se faut, avec les bons arguments, les bonnes idées. Donc on va voir, c'est plus entre nos mains. Ok, super. Écoutez, merci beaucoup. Et puis dans quelques minutes pour le résultat. Hop, je reprends tous les micros et j'accueille Rosa, du coup fondatrice du projet Sacietas. Hop, un petit micro. Alors, comment ça s'est passé, le pitch? Raconte-nous un peu tes impressions. Alors au début, c'est vrai que je me suis quand même un peu entraînée avant. Pendant le pitch, ça s'est quand même bien passé au début. Bon, à la fin, j'ai un peu improvisé parce que je pense que c'est sous la pression et sous le stress. Improviser, c'est bien aussi des fois. J'espère que là, à ce moment-là, c'était bien. Et puis les questions, c'est vrai que quand même, j'ai remarqué que je répondais à côté. Et ça, c'est vraiment dommage. Mais je pense que j'ai un peu relativisé. Enfin, je veux dire que j'ai répondu à des questions et je pense qu'en relativisant, il y avait quand même des bonnes informations. Des bons éléments, oui. Des bons éléments, oui, pour répondre. Même si, j'ai quand même répondu à côté. Après, c'est un bon exercice aussi pour toi. Est-ce que tu avais déjà fait des pitchs avant ce jour-ci? Alors, oui, c'est-à-dire qu'on va intégrer en fait InnoStart, qui est l'incubateur de mon école. J'ai dû pitcher aussi devant eux et d'autres jurys, donc les membres de l'école pour intégrer InnoStart. Et à un autre moment, c'était devant Rennes Innovation et Campus Found. Ok. Et donc voilà quoi. Donc, c'est ma troisième fois quelques que entraînements avant. Et en tout cas, bravo. Puis félicitations. Pardon. Merci beaucoup. Avec plaisir. On va accueillir les premiers pitchers, NFTicket, qui vont nous donner leur ressenti également sur leurs prestations. Ils arrivent, je les vois. Vous avez bien le droit de se désaltérer un peu quand même. On les accueille dans le cadre. Hop. On est dans le cadre. C'est bon? On est à 4. Nickel. Question simple, comment ça s'est passé? Comment vous le sentez? Dites-nous votre ressenti. Alors déjà, on voulait remercier AFDTech de nous permettre de pitcher ce soir. On a bien senti, on va dire, le moment, ça s'est bien passé, comme on l'avait imaginé, si je puis dire. Et puis on laisse notre destin entre les mains du jury, mais qui sont certainement très avisés, donc on leur fait confiance. Super. C'était pas le premier pitch du coup que vous avez fait pour votre projet, c'est ça, si on a bien compris? Alors non, on avait pitché pour la première fois avant notre entrée à notre incubateur InnoStart qui se situe à Rennes. Donc c'est l'incubateur de notre école. Okay. Et après nous participons aussi à d'autres concours qui nous permettent toujours de peaufiner notre pitch, mais aussi du coup de pouvoir s'entraîner et pouvoir avoir des retours concernant cela. Et donc du coup l'exercice du pitch on l'a réalisé déjà environ une dizaine de fois, je dirais. Et on avait aussi pitché lors d'une rencontre grand partenaire de Alliance. C'était en juin de l'année dernière. Ouais. Et puis à cette occasion-là, on avait des personnes, on va dire, de gros calibre en face de nous qui nous avaient bien challengé. Et puis on a eu une très bonne expérience qui nous a. Ça fait partie de ces petites choses qui font qu'on continue sur le projet, qu'on continue de pitcher, qu'on gagne en confiance, et puis qu'on gagne certainement en légitimité à un moment donné.
Ok, super. Bah, écoutez, merci beaucoup. Le résultat dans quelques minutes, donc encore un peu de patience, ça va arriver. Merci beaucoup. Et puis encore bravo pour votre pitch. Merci beaucoup. Avec plaisir. À bientôt. Arrêtez comme ça, elle est trop contente. Elle t'es match. Non, Tiens, je vais te demander comment ça se passe. Attends, c'est des questions du jour ou pas? On accueille maintenant Sophia et Romain pour répondre à quelques questions. Ils arrivent. Donc ils sont chez AFD Tech tous les deux au sein de l'équipe People and Project. Donc votre ressenti, comment ça s'est passé? Ils ne sont pas candidats, hein, ils sont spectateurs. Avez-vous apprécié le moment? Est-ce que c'est la première fois que vous assistiez à un concours de pitch? Dites-nous tout. Alors moi de mon côté, effectivement, c'était la première fois que j'assistais à un concours de pitch. Déjà bravo à eux, pour le coup ils sont courageux, ils ont su débattre, pour le coup également répondre à différentes questions. On sent que c'est des projets qui sont travaillés, des projets qui ont été réfléchis pendant longtemps. Maintenant effectivement l'objectif c'est qu'on puisse aussi accompagner une société avec un environnement effectivement sociétal. Moi de mon côté j'ai peut-être mon petit favori, effectivement, mais bon on va laisser le suspense. Tu veux pas nous le dire? Non, je ne dirai pas tout de suite. Le suspense jusqu'au bout. Exactement, et je vais laisser Romain du coup donner son avis aussi. Bah écoute, moi c'est pareil, hein, c'était mon premier pitch, donc voilà, j'ai trouvé ça... Ton premier pitch ou c'est la première fois que tu as assisté à un concours de pitch? C'est la première fois que j'ai assisté à un Parce que concours de je pitch. t'ai pas vu, je crois, devant la... Voilà. Et du coup, donc j'ai trouvé ça super parce que déjà au vu de l'âge qu'ils ont, donc déjà bravo à eux, franchement, parce que pour prendre la parole en public comme ça devant des entrepreneurs qui ont de l'expérience, c'est top. Des projets hyper innovants et au cœur de l'actualité. Donc pareil, on verra les résultats. Un petit favori déjà ou... J'ai un favori également, mais je ne le dirai pas, mais apparemment j'ai le même que Sophia. Voilà. Tout à fait. Ah, ok, très bien. Nous avons le même favori. Ok, super. Et écoutez, merci beaucoup. J'accueille Léa. Je vois que Léa veut dire un petit mot à la caméra. On invite Léa. Et Maëva aussi qui veut donner son avis, donc on les écoute. Maëva, Léa, bienvenue sur le plateau, sur le live du coup. Vous êtes en direct sur Twitch, un petit mot à la caméra peut-être. Bonjour à tous. Bonjour tout le monde. Alors, même question que pour Sophia et Romain, est-ce que c'était la première fois que vous assistiez à un concours de pitch et comment ça s'est passé? Première fois pour moi aussi, c'était vraiment un bon moment déjà pour nous en tant que spectateurs. Alors, mon micro marche pas, vous m'entendez mieux comme ça. Donc vraiment un bon moment, on sent que oui, les projets sont déjà bien mûris, des projets qui ont des vrais enjeux aussi, à la fois local et un peu plus global. Donc je ne vais pas donner non plus mon favori, mais il y a eu 3 belles propositions. Okay. Merci beaucoup Léa. Et toi Maëva du coup? Moi, c'était la première fois aussi pour moi que je participe du coup à le concours Pitch and Start et j'ai beaucoup apprécié de voir des étudiants aussi engagés et avoir cet aspect aussi entrepreneurial. J'ai trouvé ça vraiment très intéressant et j'ai également mon petit favori, mais je vais laisser le suspense. Ok. Merci beaucoup Maëva, merci beaucoup Léa. Je vous laisse vous rasseoir. Nous allons désormais connaître le grand gagnant de la saison 2 de Pitch and Start. Bon, est-ce que vous êtes prêts? Alors, je vais la reprendre dans l'ordre. NFTicket, super projet, très techno. On sent les passionnés de techno. Vous avez très bien affiné vos chiffres. Voilà, c'est un projet qui nous a séduit vraiment dès le début, tous quand on l'a vu arriver dans la sélection. On sent que c'est un projet qui, en termes de business, a un potentiel certain.
Ensuite, Lock and Free, là on a été séduit. Alors je parle au nom du jury, mais on est très alignés, hein, on peut le dire. On est très alignés sur la vision qu'on a sur vos 3 projets. Lock and Free, ça nous a... faudra peut-être changer le nom. Ça nous a beaucoup plu sur justement ce côté sociétal, sur les commerces, sur le fait de développer, de renforcer ce tissu économique local. Donc on a trouvé ça passionnant. Et puis enfin, Sacietas, alors bravo pour votre prestation, hein, on sentait l'engouement, l'énergie. Bravo madame, votre fille, elle est à la pêche. Je ne sais pas ce que c'était à la maison quand elle était petite, mais on sent qu'il y a de l'énergie, de la passion. La foot, ça nous parle à pas mal d'entre nous et l'idée est super. Moi, j'imagine une espèce de mélange entre Facebook et Netflix où on vous propose des choix. Il y a ça qui est arrivé. On vous suggère tel ou tel plat pour commander chez vous. Donc tout ça pour dire que ces 3 projets, ils sont vraiment super, comme dirait un des managers chez nous. On a été passionnés par vos 3 projets. On en a sélectionné un forcément. Alors ne me regardez pas dans les yeux, j'essaye de balayer pour. J'ai pu vous regarder. On en a sélectionné un. Allez Anaïs, c'est vous qui allez ouvrir. Et puis, ouais, Clara, notre. Attention, c'est pour moi le chèque. Alors, Qui remportera le chèque? J'ai gagné ma journée. Alors, pourquoi, Clara, à vous d'ouvrir? Est-ce qu'on a une petite musique de suspense Je dirais le temps que j'ouvre l'enveloppe? Les 2 plus chers de la boîte, c'est effectivement. Alors. Attention. Et le grand gagnant de la seconde édition de Pitch and Start est Lock and Free. Bravo. Félicitations. Bravo. Bravo messieurs, et bravo à tous les 6. Ce que vous avez fait, c'est vraiment exceptionnel. Quelques mots, et je pense que chaque membre du jury va vous dire un petit mot. Pourquoi Lock and Free? Parce que je pense que vous avez le projet qui a le plus d'impact sur le côté RSE, qui était quand même un des critères qu'on voulait mettre absolument en avant. Donc ça veut dire que vos autres projets sont aussi très intéressants, mais ils sont un petit peu moins forts sur ce sujet-là. Sur le sujet passion, clairement, Sacietas, vous avez quelque chose à faire. C'est un sujet très vaste, il y a un marché énorme, il va falloir affiner votre projet, mais il est passionnant. Et sur le sujet NFTicket, vous avez aussi un sujet qui là est beaucoup plus techno, très business. Donc en fait, sur le critère RSE qui est celui de ce concours, c'est clairement vous qui sortez les premiers. Sur le critère passion et food, ça aurait été vous. Et sur le critère techno et business, ça aurait été vous. Donc voilà, bravo à vous tous, bravo à nos 2 vainqueurs. Et puis peut-être que les membres du jury, vous avez soit un petit conseil, soit un petit truc à dire à nos 3 groupes, ou d'éclairer la décision qu'on a prise encore une fois de manière assez alignée. Enfin, en fait, que je vous ai imposé, vous n'étiez pas d'accord, mais ça on ne le dira pas. Anaïs. Déjà, bravo à tous. C'est un exercice qui n'est pas évident. Vous avez tous réussi avec brio du coup vos pitchs. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir vraiment à vous écouter aujourd'hui. Pour vous les gagnants, Lock and Free, je pense qu'on regardera ensemble pour trouver un nouveau nom parce qu'effectivement c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux. Mais en tout cas bravo et merci à tous. Bon, moi j'ai pas grand chose à dire à part ne changez rien. Vous avez tous des avantages et une vraie passion dans votre démarche. Alors il y en a qui sont plus avancés que d'autres, ça se note très vite. Par contre, il y a une vraie dimension sociétale et développement local avec Lock and Free qui vraiment nous a séduits. Et c'est à juste titre que vous remportez ce soir les 10 000 €. Moi, je voudrais redire bravo à Sacietas pour son pitch qui était incroyable, toute seule. Tout le monde était en arrêt. Donc, je pense que vous n'avez pas dit votre dernier mot. Et puis, pour Lock and Free, on a été touché par effectivement la dimension RSE et
le fait qu'un village qui perd un commerce, quelquefois on dit que c'est un village qui meurt, donc il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Et votre go-to-market en passant par les collectivités locales, on trouve que c'est mûr, c'est une bonne maturité. Et après, d'un point de vue tech, c'est votre projet est impressionnant. Mais effectivement, là, le critère, c'était RSE. Et c'est beaucoup plus tech, mais c'est de la belle tech. Et bravo de savoir surfer sur la blockchain. Vous avez l'air bien avancé sur le choix des blockchains. Donc, bravo. On a déjà dit beaucoup de choses là. Que rajouter d'abord, bravo, oui, vous avez été tous super. L'exercice était difficile et vous l'avez vraiment bien réalisé, bien vécu, et vous avez très bien communiqué, chacun à votre façon. Donc vous avez habité votre discours, donc ça c'est le plus important. C'est vrai qu'on a eu un petit peu de mal quand même dans nos discussions. Hein. On est alignés, mais on est quand même passé par un peu de... C'était pas si évident que ça. Hein. Et d'ailleurs, on a tous une idée au départ. Hein. On se fait toujours une opinion dès les premières secondes. Donc dès que j'ai vu les noms, je m'ai déjà fait une opinion. Puis après, quand j'ai vu les dossiers... Et honnêtement, je n'y croyais pas tout de suite à Lock and Free. Mais c'était très important ce que vous avez dit à la fin, quand vous avez rappelé le sens de votre mission. D'ailleurs, c'est ce qui a permis de recentrer. Vous avez dit, j'ai besoin de dire encore une phrase, le chrono est terminé. Et oui, mais cette phrase-là, c'était presque la plus importante. C'est ça qui a fait la différence, en fait. Donc, ne l'oubliez pas, dans votre projet, quel que soit le projet, il y a certes les cases, il y a les calculs, etc., mais il y a aussi la mission première, le sens. Ça, c'est quand même le plus important. C'est ce qui va vous animer, vous, dans les moments, certes motivants, mais aussi difficiles. Et il faudra se raccrocher à ça. Et puis une entreprise, c'est d'abord une histoire d'hommes. Donc vous, mais aussi des personnes qui vont vous rejoindre dans l'aventure. Et si elles sont dans l'aventure, c'est d'abord pour une idée, et pour une mission, et une vision. Et ça, il faudra l'insuffler. Il faudra l'animer. Donc c'est important de le rappeler. Chacun à votre niveau. Voilà, donc vous avez tous les trois projets, il y a des super idées, il y a quelque chose qui est vraiment... D'ailleurs, vous n'êtes pas là par hasard, on l'a dit tout à l'heure, c'est vrai. Il y a aussi des choses à approfondir, chacun à votre niveau, hein, plus rationnel, etc. Bon. Mais surtout, par-dessus tout, ce socle de la mission, ne l'oubliez jamais. C'est essentiel. Encore plus aujourd'hui qu'il y a 20 ou 30 ans, avec les générations qui arrivent, les plus jeunes, etc., qui ne veulent plus venir juste pour faire carrière, etc., qui sont des mots qui n'existent plus dans leur langage. Eux, ce qu'ils veulent, c'est du sens, se dire à quoi je sers, pourquoi je fais ça, etc., etc., et donc quoi ça s'inscrit par rapport à mon projet personnel. Donc voilà, cette mission-là, il faudra bien l'avoir en tête tout au long de votre, non pas carrière, mais longévité d'entreprise. Et puis si je peux compléter ce que tu dis, David, il faut aussi être, faut évidemment la vision, la mission, mais il faut aussi être économe, il faut aussi être avare. Vous voyez, ce soir, le chèque, on ne vous l'a pas donné, on a réussi à le garder. Donc ça, c'est important dans l'entreprise. Non, ça, c'est une petite blague. On leur donne le chèque ou pas? Oui. Est-ce que j'écris? Vous avez du mal, hein. Et dernière chose avant de conclure, moi j'ai envie qu'on reste, alors évidemment on va rester en contact avec Lock and Free, mais j'ai envie qu'on reste en contact dans les semaines, dans les mois qui viennent avec vous, parce que c'est pas parce que vous n'avez pas gagné qu'on va rien faire ensemble. Voilà, donc restons en contact, tenez-nous au courant de vos avancées, de vos progressions, de vos questions. Voilà, on a fait un bout de chemin ensemble et je pense qu'on peut le continuer. En tout cas, nous on est très ouverts. Je parle encore une fois au nom des membres du jury, mais voilà, si on peut vous aider à mûrir, à concrétiser, à avancer votre projet, peut-être à vous aider dans les financements ou par le réseau, on est là aussi pour ça. Donc voilà, bravo à tous. Puis félicitations. Bon, on le donne le chèque ou on le garde? On le donne. Venez sur scène Merci. pour récupérer votre chèque. Félicitations. Petite photo. Et juste un bravo et un merci aussi à l'équipe technique qui a géré le live. Je sais que c'était un peu sport, donc bravo à eux. Merci à tous. Félicitations à tous les participants. Aussi, on pense aux participants qui n'ont pas été sélectionnés pour la finale. Mais merci de leur participation à Pitch and Start. Merci à NFTicket. Merci à Societas.
Merci aux spectateurs ici présents à la Maison de l'Alsace et aux viewers en live sur Twitch. N'hésitez pas à commenter, à réagir et puis à partager le lien de ce live Twitch. À très bientôt, très bonne soirée à tous.